Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour les youtubeurs qui sont en train de se lancer, qui ont envie de se lancer ou qui ont éventuellement une chaîne qui est déjà lancée, qui a peut-être du mal à évoluer. Alors il y a environ un mois, j'ai eu la chance de participer à ce que YouTube appelle un bootcamp, C'est en gros, c'est 2 jours pendant lesquels on est formé à différentes choses pour améliorer ce qu'on fait. Il y a une journée qui est axée, on va dire, marketing de votre chaîne, stratégie de la chaîne, et une journée qui était axée technique. La partie technique, je vais passer outre, mais par contre, pendant cette journée marketing de la chaîne, stratégie de chaîne, j'ai pu noter une dizaine de conseils qui ont été donnés, du coup, par YouTube France. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous les transmettre. Et bien sûr, je vais vous donner aussi mon interprétation des choses, peut-être quelques exemples, les appliquer éventuellement à ma propre expérience, comme ça vous aurez une idée plus concrète de ce que ça signifie. Alors juste un truc à savoir, c'est une de ces vidéos où ça va être un petit peu du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». C'est-à-dire que moi, je suis pas spécialement un expert, je suis pas forcément le mec le plus assidu pour faire tout ce que je vais vous citer, mais si vous voulez éventuellement développer votre audience sur votre chaîne YouTube ou vous voulez lancer une chaîne YouTube, je vous conseille quand même de suivre certains de ces conseils. Pourquoi certains? Tout simplement parce que ces conseils, ils sont adaptés en fonction de vos besoins, de ce que vous faites, et vous verrez, je vais vous en parler, mais il y a pas mal de conseils que je vais vous livrer qui sont pas forcément adaptés si vous faites tel ou tel type de vidéo, donc vous verrez ça. D'ailleurs, c'est une vidéo qui vient un petit peu compléter quelque chose que j'avais publié il y a quelques mois sur ma chaîne Axel Gaming. C'était 7 conseils, je crois, pour les youtubeurs gaming. Donc je vous mets le lien ici si vous avez envie d'aller voir. Allez, c'est parti, et notez une chose, c'est que ces 10 conseils sont pas triés de manière particulière, c'est un peu en vrac, mais c'est pas grave. Le premier point, ça va être de penser au partage. Concrètement, votre vidéo, elle est sur YouTube, c'est cool, mais ce que vous aimeriez, c'est quand même qu'elle soit partagée sur d'autres plateformes, notamment les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc. À partir de là, posez-vous la question suivante, si une personne devait partager votre vidéo sur Facebook par exemple, comment elle expliquerait cette vidéo en une dizaine de mots? Faut que le concept de votre contenu il soit facile à comprendre rapidement, donc un titre clair, une vignette également claire, pour que au final, la personne qui a partagé, bien sûr, elle connaît votre vidéo et c'est bien, mais il faut que les autres personnes puissent également saisir l'intérêt du contenu. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à l'intérêt, posez-vous également la question, pourquoi quelqu'un devrait partager votre vidéo? Est-ce que c'est parce que votre vidéo parle d'un sujet d'actualité? Par exemple, Minute Papillon qui aborde le thème des grèves ou ce genre de trucs. Est-ce que c'est parce que c'est du savoir? Par exemple, y penser qui donne des trucs très précis et donc c'est un expert. Donc il y a un avis d'un expert, ça c'est intéressant. Ou est-ce que c'est lié à un centre d'intérêt? Par exemple, vous partagez une vidéo de base jump parce que vous savez que vous avez des gens dans votre liste d'amis qui sont fans de sport extrême, ce genre de choses. Bien sûr qu'il faut pas oublier que si la vidéo est simplement divertissante, ça peut aussi suffire. Posez-vous donc ces deux questions. Pourquoi quelqu'un partagerait votre contenu sur les réseaux sociaux? Et deuxième chose, est-ce que c'est simple de comprendre rapidement de quoi il s'agit? Deuxième point qui rejoint, vous le verrez un petit peu le troisième, c'est créer un dialogue, créer une conversation avec votre communauté. Parce qu'au final, quand on crée des vidéos sur YouTube, ça reste un grand réseau social dont le média est la vidéo. Et finalement, on se retrouve à créer une communauté, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est pas forcément nécessaire, bien entendu, mais ça peut être intéressant de voir pourquoi, typiquement, des vlogs, ça marche bien. Eh bien, tout simplement parce que le youtubeur va s'adresser directement à sa communauté, va répondre éventuellement à ses questions, c'est ce genre de choses. Et donc ça, essayez de réfléchir si pour votre propre concept, votre propre chaîne, vous avez la possibilité de temps en temps, ou régulièrement, si c'est une chaîne spéciale vlog, de créer un contact comme ça avec votre audience, avec votre communauté. Bien entendu, et là c'est valable pour la plupart de ces conseils, ne forcez pas le truc si c'est pas pertinent. Si vous faites une chaîne où clairement vous adressez directement à votre audience en répondant à ses questions, etc., ça n'a pas de sens, ne le faites pas. Le troisième point, comme je vous disais, il rejoint le second, c'est créer une interactivité. Alors la différence, c'est simplement quoi? C'est que, second point, c'est de dire, vous pouvez vous adresser directement à votre audience. Ce troisième point, c'est plus penser à répondre aux commentaires, pensez potentiellement à intégrer les commentaires ou les échanges sur les réseaux sociaux avec votre communauté dans vos vidéos. Il y en a qui le font souvent, des FAQ, ce genre de trucs, et c'est indépendant des vlogs, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment intégrer votre communauté dans vos vidéos, ça peut éventuellement intéresser. Et encore une fois là-dessus, si c'est pas pertinent par rapport à votre contenu, ne le faites pas. Alors là-dessus, moi je vais quand même mettre un bémol sur ce conseil que YouTube a pu nous donner, c'est que répondre aux commentaires, c'est bien,
mais il y a un moment où si vous vous développez, vous recevez trop de commentaires et c'est pas gérable. Et vous allez passer la moitié de vos journées à répondre aux commentaires. Est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps sur les réponses aux commentaires? Honnêtement, je suis pas sûr. Un autre truc important, c'est que sur YouTube, finalement, il y a différents types de commentaires et vous le voyez très bien. Il y a des commentaires qui peuvent être positifs, des négatifs bien entendu, mais ça peut être constructif. Et puis bien sûr, il y a des trolls, il y a des gens qui sont un peu haineux, quoi. Et donc finalement, si vous acharnez à vouloir répondre à tous vos commentaires, à lire tous vos commentaires, moi ce que j'ai constaté personnellement, c'est que régulièrement, tous les jours, vous allez tomber sur des commentaires un peu trollesques. Et moi, personnellement, ça me casse les roubignoles. Et du coup, j'ai tendance à ne plus lire les commentaires pour ça. Alors, c'est pas forcément un conseil que je vous donne, surtout si vous développez votre audience. Mais à partir d'un certain niveau, c'est un truc que je pense vous pouvez tout à fait faire. Et moi, je le fais sans aucun problème. Quatrième conseil qui est à mon sens vachement important, c'est la cohérence. La cohérence de votre chaîne, de votre contenu. Donc ça veut dire quoi? Finalement, il faut que sur les thèmes abordés dans votre chaîne, il y ait quand même une cohérence globale. Vous pouvez faire une chaîne où c'est un fourre-tout de bordel, mais vous attendez pas, à part si vous êtes une personnalité, à avoir plein d'abonnés qui arrivent pour aller voir un vlog cuisine, du gameplay, etc., etc. Ou à part si vous avez des gros nichons. Il faut également que votre chaîne visuellement, et pourquoi pas même en termes de son, etc., et d'ambiance, ce soit assez cohérent. Donc par exemple, vous avez un logo, vous avez une bannière, vous avez un slogan, j'en sais rien, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs sur lesquels moi, personnellement, j'ai bossé ces dernières années. Sur Test Mobile, avant, il y avait quand même une cohérence, mais ça partait un petit peu dans tous les sens. Après, j'ai bossé là-dessus. Ensuite, j'ai lancé W38. Et là, je trouve que si vous regardez, par exemple, mes les 15 dernières vidéos, il y a une cohérence. Il y a des séries avec des couleurs dans les vignettes. Il y a une banner, etc. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Il faut créer quand même une marque. Et pour créer une marque de manière efficace comme ça, il faut qu'il y ait une cohérence globale. Dites-vous que par exemple, il faut que si quelqu'un tombe par erreur, entre guillemets, sur une de vos vidéos en surfant sur YouTube, comme ça arrive souvent, il puisse se dire, ah bah tiens, ça je sais, c'est une vidéo de X. Enfin, de un tel, pas de X, vous avez compris. Cinquième conseil, le ciblage. Alors la question à vous poser, c'est avec le contenu que vous faites ou que vous allez faire, à qui vous allez vous adresser. Et là-dessus, c'est super important de noter qu'il y a une distinction fondamentale, c'est à qui vous voudriez vous adresser et à qui finalement vous allez réellement vous adresser ou vous adresser réellement. Un exemple comme ça qui me vient en tête, une chaîne beauté, typiquement peut-être que la nana elle a 20 piges, elle souhaite s'adresser à des nanas qui ont le même âge et qui ont envie de se maquiller pour aller au travail, mais finalement ce qu'elle va réaliser c'est que réellement les gens qui regardent sa vidéo ça va plutôt être des jeunes enfants, enfin des adolescentes de 13 ans qui veulent se maquiller pour aller à l'école. Par exemple, je sais pas si c'est le cas, mais c'est un exemple parmi d'autres. Partez d'ailleurs du principe que sur YouTube, à part sauf exception, mais vous allez cibler vous allez toucher des gens plus jeunes que la cible de base. Et ça, c'est valable partout. C'est valable d'ailleurs dans la musique, dans la télé, etc. C'est de base, si vous visez 20 ans, vous allez toucher du 15 ans. C'est comme ça. Si vous avez une chaîne qui tourne déjà, ce serait peut-être l'occasion, si vous ne le faites pas, de regarder vos stats, de regarder votre Analytics, YouTube Analytics, et dedans vous avez vos tranches d'âge, vous savez si c'est des nanas ou si c'est des mecs, etc. Vous avez toutes les informations, c'est relativement précis, et ça vous permet de vous dire, ah bah attends, moi je pensais m'adresser à des mecs de 35 ans, et finalement c'est des nanas de 12 ans, il y a quand même un problème. Voilà, c'est un peu extrême comme exemple quand même. Conseil numéro 6, la viabilité. Ok, alors vous avez un super concept pour une chaîne YouTube, vous rameutez plein de gens, vos amis, vous avez du matos que vous avez loué ou que vous avez emprunté à des gens, vous faites une superbe vidéo, et après, est-ce que vous avez la possibilité de refaire ça régulièrement? Parce que sur YouTube, au final, la régularité c'est vachement important. Si vous publiez une vidéo par an parce que le projet est trop ambitieux, c'est peut-être un peu tendu. À cela, je vais mettre un bémol, si vous êtes quelqu'un de extrêmement talentueux, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. De toute façon, d'une manière générale, par exemple, mon exemple type ici, ça va être Candide Tovex. Candide Tovex, c'est un skieur qui est excellent, qui pond une vidéo peut-être tous les 6 mois, qui est mortel à chaque fois. Et c'est même pas tous les 6 mois, c'est même un peu moins. Mais bref, lui, il peut se permettre de faire si peu de vidéos, parce que chaque vidéo, c'est une tuerie qui va faire 10 millions de vues. Mais vous, je pars du principe que peut-être que vous avez du talent, mais vous allez peut-être pas faire des vidéos aussi léchées que ce mec-là. Donc réfléchissez à ça. Est-ce que j'ai la possibilité de faire régulièrement ce type de vidéo que j'ai prévu de faire? Et quand je dis régulièrement, pourquoi pas une fois par semaine? Une fois toutes les 2 semaines dans le pire des cas, on va dire. Mais si vous souhaitez vous lancer, il faut faire quand même des vidéos vachement régulièrement. Un exemple tout bête, par exemple pour moi, ça va être pour des tests de mobile, imaginons, ou des tests de produits, à quel point je peux récupérer régulièrement des produits. Est-ce que je suis assez proche des marques pour pouvoir récupérer des produits?
Et si c'est pas encore le cas, développez d'abord vos contacts auprès des marques avant de lancer votre chaîne YouTube. Parce que si vous lancez une chaîne YouTube où vous allez mettre un test de produit par mois, ça sert à rien. Un autre exemple, quand j'ai fait le rebranding de W38, j'ai voulu lancer une série qui s'appelle Box. Avant de lancer bien sûr ma série Box, j'ai contacté plein de partenaires pour obtenir des boîtes. Alors ça va prendre du temps, mais c'est le même délire. Concrètement, est-ce que vous pouvez faire régulièrement le contenu que vous souhaitez faire? Dernier truc encore là-dessus, parce que c'est un point que je pense est important, c'est, imaginons que vous ayez envie toujours de faire des petits sketchs avec plusieurs personnes. C'est bien d'avoir du monde, mais je pense que vous êtes au courant que quand on fait des projets avec plein de gens, parfois c'est compliqué de regrouper tout le monde, les plannings, etc. Donc si vous ouvrez une chaîne où il y a des contenus comme ça, essayez peut-être de caler en plus des contenus où vous êtes seul, où vous êtes à 2 ou 3, où c'est plus facile d'organiser. Voilà, c'est un conseil comme ça. 7e point, il faut que vos vidéos soient découvrables. Alors faut savoir que sur YouTube, il y a 400 heures de vidéos uploadées toutes les minutes, donc il y a énormément de contenu, et ce que vous devez faire en tant que créateur de contenu, c'est aider YouTube à vous référencer. Si vous voulez, l'idée c'est que YouTube c'est un moteur de recherche comme un autre. En fait, c'est une plateforme d'hébergement, certes, mais c'est un moteur de recherche comme les google.fr par exemple. Donc concrètement, si vous mettez pas les bons titres, la bonne description et les bons tags, votre vidéo ne sera pas découvrable sur le moteur de recherche ou dans les suggestions de recherche, et donc personne tombera sur votre vidéo. Voilà, tout simplement. Alors pour ça, il y a plein de conseils qu'on donne. Je pense pas avoir le temps de vous les éplucher ici, mais on va dire votre titre doit être clair, ça j'en ai parlé, mais il faut qu'il y ait les mots-clés quand même que les gens vont rechercher. Donc la difficulté c'est aussi d'arriver à faire un titre qui soit bien référencé mais qui fasse pas robotisé comme une succession on va dire de mots-clés, c'est toujours dégueulasse, donc ça débrouillez-vous pour ça. Description, essayez de remettre un peu vos mots-clés mais faites des phrases quand même, vous pouvez mettre des liens dans la description, vous pouvez descendre, il n'y a pas de souci. Et tout le contenu de votre description va aussi être référencé, donc si vous mettez des trucs intéressants dans votre description, ça va aider. Et dans les tags également, vous pouvez en mettre pas mal, et n'hésitez pas si vous faites un test de mobile à mettre, moi ce que je fais c'est test de mobile machin, je mets le nom du mobile, je mets le nom de la marque, je remets le nom du mobile, voilà. N'hésitez pas à remplir les tags, et normalement vous devriez bien vous en sortir, ou au moins optimiser vos chances d'être référencé sur YouTube. 8e point, l'accessibilité. Alors accessibilité dans le sens, je suis une personne qui débarque sur votre chaîne, j'accède à n'importe laquelle de vos vidéos, je dois pouvoir comprendre quand même ce qui se passe sans avoir regardé les 10 précédentes vidéos. Alors là-dessus, il y a des exceptions, bien sûr, si vous faites une série vraiment qui s'enchaîne avec des épisodes, je sais pas, un truc vraiment sympa mis en scène, etc., avec une histoire, forcément, si les personnes elles tombent sur l'épisode numéro 10, c'est un peu de leur faute de commencer à l'épisode 10, mais je parle plutôt de, je sais pas, éviter peut-être les private jokes, ce genre de trucs, des blagues que vous allez sortir, des trucs, des références à d'autres vidéos que vous allez faire, que personne va comprendre, à part ceux qui sont abonnés réellement à votre chaîne. En fait, ça va un peu les exclure, et c'est pas forcément une bonne chose. Cela étant dit, faut pas hésiter quand même à mettre des références que les habitués comprendront, de manière quand même à fidéliser vos habitués. Ça peut leur faire plaisir et les inciter à rester chez vous. 9e point, les collaborations. Alors les collaborations, c'est un sujet que je connais pas vraiment. Comme vous avez vu, j'ai jamais fait de vidéo sur ma chaîne en collaboration avec d'autres youtubeurs. Mais quand on va chez YouTube, ils nous disent clairement, c'est un gros vecteur de croissance. Et je les crois. Alors une collaboration, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est simplement le fait de moi, youtubeur, je vais faire une vidéo avec un autre youtubeur, on va chacun un petit peu relayer les vidéos de chaque côté, on se met d'accord sur des conditions, et de manière à ce que l'audience de l'autre youtubeur va peut-être venir me voir moi, et mon audience va aller voir la chaîne de l'autre youtubeur. L'idée c'est de créer un cercle vertueux. Alors ça a l'air sympa, c'est clair, maintenant il y a quand même des règles à respecter. Faites attention à ce que, a priori, quand même, les audiences se recoupent pas trop, parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous faites une collab, on va dire, avec quelqu'un qui fait des vidéos exactement comme vous, on va dire, ça n'a pas de sens parce qu'il y aura sûrement les mêmes audiences, mais ça c'est à voir, à la limite après vous faites ce que vous voulez. En fait, ça c'est valable que si vous cherchez à dégager de l'audience derrière. Si vous le faites juste pour le fun, en fait cette règle elle s'applique même pas, vous faites exactement ce que vous voulez. Imaginez ce que va penser la communauté de l'autre youtubeur, imaginez ce que va penser votre communauté au fait d'intégrer tel youtubeur dans vos vidéos, hein, ça peut toujours
toujours, enfin c'est important quand même de pas partir en bad buzz éventuellement. Faut penser également à la vidéo suivante, parce que regardez, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire la collab, vous allez gagner, imaginons, 1000 abonnés, super. Ces nouveaux 1000 abonnés, ils vous connaissent pas encore, et la prochaine vidéo que vous allez publier, bah, va falloir être peut-être plus accessible que les précédentes, parce que vous savez que vous avez 1000 nouveaux abonnés qui ne vous connaissent pas encore. Et puis surtout, quand même, mettez-vous d'accord dès le début avec l'autre youtubeur, essayez de trouver quelqu'un de confiance quand même, et mettez des règles, par exemple, ok, la vidéo, on va la publier sur ta chaîne, ou sur la mienne. Moi, on va en publier une version longue, toi, ça va être la version courte. On met des liens dans la description, on les met comment, on les met comme ça, on met une annotation, etc. Enfin, voilà. Parce que le problème, c'est que si vous allez passer du temps à faire ça, si derrière, il y en a un des deux qui fait des conneries, qui fait de la merde et qui respecte pas les règles, vous allez être blasé, ça va être une perte de temps pour tout le monde. Il y a eu beaucoup d'histoires sur YouTube qui ont un peu bad buzzé, sur des collabs qui ont mal tourné. Et c'est un peu con d'en arriver à là, vaut mieux vraiment back-upper le truc à la base quoi. Un petit exemple de youtubeur que vous connaissez probablement qui s'en sort plutôt bien par rapport aux collaborations, c'est Jojol. Par exemple, moi je pense clairement que quand il a fait sa collab avec Fast Good Cuisine, c'était il y a déjà peut-être un an, un truc comme ça, je sais pas, dites-moi, vous connaissez peut-être mieux que moi, mais je suis sûr que ça l'a bien aidé, et c'était le but bien entendu dans les deux cas. Et ces derniers temps, il a l'air de vraiment cogner sur les collabs. Alors je sais pas si c'est une stratégie d'en faire beaucoup comme ça peut être une idée, mais en tout cas lui il a bien saisi comment ça fonctionne, et c'est très très bien pour lui. Vous avez vu ces chiffres qui ont pas mal grossi, pas uniquement grâce à ça, mais notamment, et ça peut être vraiment une source d'audience pour vous. Et le dernier point, qui pour moi devrait être en fait le premier point si c'était trié dans un ordre d'importance, c'est la passion. Concrètement, si vous lancez sur YouTube en disant « Je veux être riche et célèbre, je vais me lancer sur YouTube », bah écoutez, je pense que c'est pas une bonne motivation. Tout simplement parce que de toute façon, si vous voulez être riche et célèbre, je pense que YouTube c'est pas le meilleur endroit. Enfin, c'est un endroit pour se lancer, mais il y a qu'un infime pourcentage des gens qui se lancent sur YouTube qui arrivent à atteindre ne serait-ce qu'en vivre, et ça c'est super compliqué. Mais au-delà de ça, c'est que, ok certes, vous allez peut-être faire quelques vidéos, elles vont peut-être être bien, elles vont peut-être cartonner, sauf que si vous n'êtes pas passionné, forcément vous allez être blasé, et vous allez lâcher l'affaire, et ça va se ressentir. Moi je pourrais vous citer un exemple, Matt Podcast, il n'était pas passionné par ce qu'il faisait. Alors je sais pas ce qu'il fait maintenant, à la limite j'en ai rien à cirer, mais clairement ce qui s'est passé avec son plagiat, c'est que le gars il visait simplement les vues, et simplement le cash et la célébrité, etc. Alors finalement il a été célèbre pour des mauvaises raisons, mais ça s'est ressenti directement, et ça a fait un bad buzz. Alors sur ce conseil là, il y a quand même un truc à dire, c'est que oui, c'est vrai, moi je reste sur ma position qu'il faut être passionné. Et personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai modifié Tasmobile en W38, parce que je commençais à être un peu moins passionné par ce que je faisais. Quitte à faire moins de vues, j'en ai rien à faire. Voilà, mon truc qui me drive, on va dire, c'est la passion. Le fait est que si vous en sortez bien, par exemple Matt Podcast, il a combien de centaines de milliers d'abonnés au final? Il a quand même des vues, il a quand même gagné du cash en faisant ce qu'il a fait. Donc bon, le problème de ce conseil-là, c'est qu'à mon avis, ça doit quand même être le centre le moteur de ce que vous faites si vous faites quelque chose sur YouTube. Cela étant dit, force est de constater que si vous êtes suffisamment intelligent, malin, manipulateur et bon dans ce que vous faites, même si vous n'êtes pas passionné, si vous arrivez à camoufler ça, vous pouvez faire des millions de vues sur YouTube. Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui avec YouTube, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être réellement passionné pour cartonner. Et je sais, c'est pas une super façon de finir cette vidéo, mais dites-moi, par exemple, un mec qui filme ses gamins ouvrir des jouets, à votre avis, il est passionné par les jouets? Non, il est passionné par les millions de vues qu'il va pouvoir faire. Ou un mec qui fait, par exemple, une farce à sa mère en se pendant, en faisant comme s'il se pendait, et qui filme ça. Vous croyez sincèrement qu'il est passionné par le fait de faire des farces? Non, il n'est pas passionné par ça, il est passionné par les vues et le cash qui tombe derrière. Et ça marche, ça bad buzz, mais ça marche. Donc voilà, ça c'était mon petit point pour clôturer cette vidéo. Pas forcément rose comme vous pouvez le constater, mais bon, il y a tout sur YouTube, il y a du bien comme du mauvais. Et à vous d'essayer de faire quelque chose de bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez des questions par rapport à ces 10 conseils, encore une fois adaptés par rapport à vos besoins, à vos envies, à votre projet que je ne connais pas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvé un minimum utile et clair. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!